La donnée en Afrique n'est pas encore valorisée. Aujourd'hui, je prends un exemple tout bête, je vais vouloir faire une campagne sur le continent via Meta. Si je veux targeter des personnes en Guinée ou au Mali, ça va me coûter 30 centimes, 50 centimes pour 1000 impressions. Je vais faire la même chose en Europe ou aux États-Unis, ça me coûtera peut-être 1 euro ou 2 euros. Donc il y a une valeur moindre qui fait que le modèle économique est un peu plus difficile à déployer et c'est un peu plus difficile d'atteindre ce niveau de bascule qui fasse qu'on puisse avoir notre Facebook à nous, ou notre Twitter à nous, ou notre YouTube à nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coda, l'émission dans laquelle on décrypte les nouveaux codes de l'Afrique. Je suis Benoît Thiolin, Grace, bonjour. Benoît, bonjour, je suis Grace Libissa. Aujourd'hui, dans Coda, nous allons parler de réseaux sociaux. Car entre Instagram, TikTok, X, LinkedIn et même Facebook qui subsistent, même si plutôt dominés par des boomers, oui, je le dis. Oui, je précise que je suis un Xer, pas un boomer. Mais je n'ai rien dit, mais merci de préciser. Impossible aujourd'hui d'imaginer le monde sans eux. Les réseaux sociaux façonnent nos opinions, nos goûts, nos comportements, notre consommation. Ils sont ancrés dans notre quotidien et ils redessinent la manière dont on se perçoit, que ce soit individuellement ou collectivement. Et alors que sur le continent africain, cette révolution numérique prend une dimension encore plus forte, il est légitime de se demander comment est-ce qu'on peut bâtir des écosystèmes digitaux souverains, capables de raconter nos propres histoires. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Alpha Makili. Alpha, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alpha, bonjour et bienvenue dans Coda. Votre mission est claire et elle est assez vaste, structurer la communication africaine pour qu'elle rivalise avec les standards mondiaux tout en gardant son authenticité, et sa créativité. Alpha, on peut dire que vous êtes très actif puisqu'en votre qualité d'expert en communication, marketing, relations presse et public, en 2013, vous avez créé l'agence Palabre Consulting à Paris et puis ensuite son antenne à Conakry en 2023. Et puis, puisque ça ne suffisait pas, cette année, vous avez lancé 3 nouvelles entreprises, si je ne me trompe pas. La première, Comian, une des agences créatives et digitales qui casse les codes en connectant racines culturelles africaines et nouvelles formes d'innovation pour créer des expériences audacieuses et actuelles. Et puis enfin, la deuxième, Threshold Media Group, est un média indépendant et data-driven, conçu pour donner à l'Afrique de l'Ouest ses outils d'intelligence stratégique. Et puis enfin, en fait, c'est ça la troisième, Tech-Thales est un studio technologique qui est dédié à la transformation digitale souveraine. Ça va nous faire beaucoup de sujets à traiter dans une émission. Donc déjà, bravo, parce qu'à 32 ans, avoir autant de projets, c'est quand même impressionnant, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ces structures incarnent votre vision d'une Afrique connectée et souveraine ? Alors c'est assez simple. L'idée initiale, déjà avec Palabre Consulting, c'était d'essayer de créer une structure dans laquelle j'ai envie de travailler. C'est pas mal. C'est déjà un très bon début, ouais. C'était un bon début, donc c'est d'essayer d'imaginer un petit peu une structure de com qui travaille sur les sujets institutionnels. On ne travaille pas forcément sur des sujets africains, on travaille sur des sujets institutionnels avec des clients qui viennent d'Europe, d'Asie, d'Afrique, du continent, etc. Mais on essaie quand même d'apporter notre culture du récit, notre culture de l'histoire, notre culture de la co-création, d'où le nom de l'Arbre à Palabre, qui est un lieu où on règle les problèmes en échangeant, en co-construisant. En communiquant. En communiquant, exactement. Donc c'était un petit peu ça l'ADN initial et de fil en aiguille, on a identifié, parce que j'ai des associés dans les différentes structures que j'ai lancées, on a identifié d'autres enjeux sur le marché, où justement sur la partie média, on a des véritables enjeux de travailler nous-mêmes nos récits économiques. Donc aujourd'hui on a de très grands médias qui traitent des sujets économiques mais qui sont un petit peu loin du terrain. Donc l'idée pour nous, c'est de se rapprocher du terrain en ayant vraiment de l'investigation économique, de l'analyse économique directement sur le terrain, en y ajoutant une grosse dose de technologie et d'intelligence artificielle. Sur la partie TechTales, l'enjeu c'était de se dire on a des gaps sur la création de technologies peut-être pas très compliquées mais utiles sur le terrain. Donc là on est en train de travailler sur un LLM qui utilise les langues nationales guinéennes, donc pour qu'on puisse avoir un modèle d'IA qui puisse parler le Peul, le Maninka, le Soussou, etc., qui sont des sujets qui ne seront pas traités par des GAFA parce que c'est trop loin de leurs enjeux. Du coup, beaucoup de recours à l'open source, je vous coupe un peu. Beaucoup de recours à l'open source, beaucoup de recours à des experts de tout le continent. Donc aujourd'hui, que ce soit chez Palabre, chez TechTales, chez Threshold, on a des équipes qui sont au Ghana, au Nigeria, en Éthiopie, à Madagascar, etc. Donc on va chercher un petit peu
l'expertise là où elle est. Et juste, pardon, je coupe également, mais Bien sûr. l'open source, c'est quoi? Parce qu'on va expliquer. L'open source, c'est des technologies qui sont développées par quelqu'un, mais qui sont mises à la libre utilisation et interprétation et réutilisation des autres. Le open de OpenAI vient de là. Donc OpenAI, c'est une technologie pensée initialement comme open source pour que tout le monde puisse aller utiliser en fait la technologie et le code initial pour en faire ce qu'ils veulent, d'où toutes les petites déclinaisons, etc. Donc c'est un peu une culture de la technologie qui se dit qu'elle n'appartient réellement à personne et que la brider, c'est brider le progrès de l'humanité dans son ensemble et qu'on doit donc tous être en capacité de construire sur les blocs que les autres ont construits avant nous. Et bien entendu, du coup, laisser également nos codes ouverts aux autres. Donc c'est un peu ça l'open source et en effet, on utilise pas mal ça parce que ça permet d'utiliser des bases technologiques qui existent et juste de rajouter notre contexte, notre expertise, notre expérience sur ces sujets-là. Donc pour circle back sur la question de la souveraineté, je pense que c'est en arrivant un petit peu à être propriétaire autant que possible de ce qu'on fait et à être le plus culturellement pertinent dans ce qu'on fait, qu'on arrive à être le plus stratégiquement indépendant, on va dire. Voilà. Alors c'est vrai que souvent on a un discours en ce moment un peu défaitiste, un peu pessimiste, on a l'impression qu'on est dominé, ce qui est vrai, hein, sur les grandes plateformes numériques, peu sont européennes ou africaines, elles sont essentiellement américaines et chinoises. Hein. Ce qui est intéressant avec le discours que vous tenez, c'est qu'au fond, ça redonne pas mal espoir en fait. On sent que l'intelligence artificielle et le recours à l'open source sont en train de redistribuer un peu des cartes et du pouvoir à des gens qui n'en avaient pas forcément. Et donc le jeu qui était très fermé en oligopole ces derniers temps donne l'impression en tout cas de se rouvrir un peu. Vous êtes d'accord avec cette idée? Non, tout à fait. Et puis je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est que tant qu'on parle de numérique, il n'y a pas de souveraineté absolue. Les GAFA sont dépendants des clients européens, parce que c'est le plus gros marché. Les clients européens, les entreprises américaines sont dépendantes des technologies américaines. Les technologies américaines sont dépendantes du sourcing chinois et de la matière première chinoise. La matière première chinoise est dépendante de toutes les usines et mines et autres qu'ils ont en Afrique, en Asie, etc. Donc finalement, c'est une grande chaîne où tout le monde se tient par la barbichette. Donc il n'y a pas vraiment de souveraineté absolue. Par contre, il y a des enjeux de souveraineté stratégique, de se dire que sur certains segments, sur certains aspects, on doit être en capacité d'être autonome, d'être en capacité de faire nous-mêmes. Et pour revenir un petit peu sur le continent, en tout cas, c'est à nous d'identifier où est-ce qu'on doit avoir cette souveraineté. Je pense sur les enjeux de culture. On doit avoir cette souveraineté, on doit avoir la capacité de créer nos contenus, de créer nos histoires, de créer nos récits. Dans nos langues. Dans nos langues, etc. Exactement. Les enjeux de sécurité, de cybersécurité. Et là où l'IA est un vrai accélérateur, c'est que c'est la dernière grosse révolution. Et une révolution, c'est-à-dire que ça casse l'architecture qui existait et que finalement on est tous remis au même niveau. Donc aujourd'hui, si on est en capacité d'innover sur des sujets d'intelligence artificielle, on est en capacité de rattraper beaucoup de retard qu'on a pu créer sur d'autres aspects. Donc sur l'aspect culturel, sur l'aspect de création de contenu, sur l'aspect de formation, de montée en compétences, sur les aspects également de performance économique, commerciale. Donc c'est vrai que c'est un vrai égalisateur, on va dire, sur ces sujets-là. Donc il y a un vrai espoir de se dire que là, on a un vecteur intéressant à utiliser pour le continent. Merci Alpha. Alors, les réseaux sociaux sont devenus des arènes d'influence aujourd'hui, clairement. Selon vous, quels sont les atouts spécifiques de la jeunesse africaine dans cet univers numérique? Quels peuvent être les freins et quelles sont les opportunités? Alors les atouts, déjà, le premier atout, c'est que on est jeune, donc on a moins de biais qu'on a pu construire tout au long de notre expérience des outils qu'on utilise. Donc moi je prends mon exemple, aujourd'hui je suis quelquefois beaucoup moins réceptif à certaines technologies que mes neveux ou nièces qui ont 14-15 ans et qui depuis tout petit ont commencé à utiliser un iPhone, un iPad, que sais-je encore. Donc on a une jeunesse et on le voit aujourd'hui dans ce côté un peu bricolage intelligent qu'ils ont à créer plein de contenus. Donc moi j'ai une passion à regarder les contenus qui sont créés ou les technologies qui sont créées au Nigeria, au Ghana, au Kenya, au Sénégal, avec vraiment des briques et des brocs, mais parce qu'ils comprennent de manière viscérale la technologie qu'il y a derrière. Donc du coup ils arrivent à se l'approprier même avec des moyens très limités. Donc on a cet avantage-là de se dire qu'on a cette flexibilité-là. C'est un inconvénient, c'est quelquefois on a beaucoup d'autodidactes qui n'ont pas du coup forcément la finesse technique qui vient avec un apprentissage cadré. Donc on a un petit peu ce chantier-là à travailler sur la formation. Et le deuxième enjeu assez intéressant, c'est qu'on a également, je pense, des use cases très simples sur le continent. Aujourd'hui, si on prend les marchés tels que
l'Europe, les États-Unis, en partie l'Asie, les problèmes à régler sont de plus en plus complexes parce qu'il y a déjà des technologies qui règlent les problèmes les plus simples. Donc aujourd'hui, on est plus en train de parler de voitures autonomes, de réussir à aller au supermarché sans rencontrer d'humains et pouvoir décaisser tranquillement dans son coin, voilà, etc. Donc on est sur des problèmes qui sont plus de l'ordre du confort, de l'ordre de la facilité, de la simplicité. Sur le continent, on est sur des problématiques beaucoup plus simples, beaucoup plus vitales. Donc c'est s'assurer qu'on ait accès à l'eau, à l'électricité, s'assurer qu'on ait une bonne éducation, une bonne formation. Donc comment est-ce qu'on arrive à créer du personal tutoring via l'IA, c'est-à-dire que chacun puisse avoir dans son téléphone un tuteur personnel qui peut l'accompagner dans sa formation technique. On est sur des enjeux de santé, avec la possibilité du coup d'avoir accès à une connaissance, à des informations sur les médicaments, sur les traitements, la posologie, etc. assez rapidement. Donc il y a énormément de problèmes à régler avec très peu de technologie pour peu qu'on arrive à la structurer, à la travailler. Et sur la partie j'ai envie de dire, réseaux sociaux, l'avantage c'est que ça apporte également une viralité de l'information pour connecter un petit peu les deux. Donc on a aujourd'hui des jeunes qui sont très connectés, qui communiquent très rapidement. Où est-ce que l'on se trouve, que ce soit dans une capitale ou dans un village, on a accès, comme on dit, au marché mondial très rapidement. Donc on peut monétiser les solutions qu'on crée, on peut monétiser le contenu qu'on crée. Et justement, on a une jeunesse africaine qui arrive très rapidement à utiliser tout ça. Je ne pense que ce n'est pas pour rien si on a très rapidement eu des brouteurs, des hackers en tout genre. Etc., parce que justement, ils ont très rapidement compris on va dire, c'est une externalité négative d'une très bonne chose. Ils ont très rapidement compris que c'est un vecteur d'émancipation, de création de richesse, de création de valeur pour eux. Et certains le font de manière beaucoup plus légale et je pense que voilà, c'est un avantage qu'on a sur d'autres marchés qui sont arrivés, je pense, à des problématiques beaucoup plus compliquées à régler, qui prennent beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ressources à développer, etc. Mais alors justement, il y a plus de 500 millions d'internautes aujourd'hui en Afrique. Pourtant, les plateformes des réseaux appartiennent à des pays qui ne sont pas sur le continent africain. Et donc, il y a parfois une réelle sous-représentation des voix africaines dans les espaces décisionnels autour des différents sujets. Donc, est-ce que des entreprises comme les vôtres peuvent aider l'Afrique à avoir voix au chapitre ? Comment est-ce qu'on fait justement pour que ces connaissances qui sont faites de briques et de brocs prennent plus d'ampleur et pour asseoir la légitimité des afro-diasporiques, quoi. Il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est l'infrastructure. Donc, la raison pour laquelle les GAFA ont un monopole, c'est qu'ils ont l'infrastructure. Aujourd'hui, la plupart des réseaux de fibre optique, la plupart des serveurs, la plupart des data centers, etc., des câbles, etc., sont détenus par soit des entreprises américaines, soit des entreprises asiatiques, soit des entreprises européennes, soit par les GAFAM eux-mêmes directement, dont certains ont des satellites. Donc déjà, l'Internet, c'est quelquefois quelque chose qu'on peut voir comme un peu magique, alors que ça ne l'est pas. Ça reste matériel. C'est pas quelque chose qui flotte dans l'air. Il n'y a pas. C'est ce qu'on se dit. C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Pas des faisceaux. Il y a quelques faisceaux, mais le gros de l'Internet, ça passe par des câbles. Ça passe par des câbles sous-marins de fibre optique et autres. Et pour donner un exemple aujourd'hui. Si je suis à Conakry et que je suis en train de collaborer avec l'un de mes développeurs qui est au Ghana, quand je vais vouloir lui envoyer un fichier, le fichier il va quitter Conakry, il va prendre le câble sous-marin de Alcatel, il va remonter jusqu'à la Bretagne, il va remonter jusqu'à Amsterdam, il va être traité dans un data center, il va prendre un autre câble qui va aller jusqu'au Ghana. Et donc du coup finalement ce qui aurait pu être fait en 600-700 km avec une infrastructure plus directe est fait sur 10-15 000 km parce qu'on n'a pas l'infrastructure en local. Et tant qu'on n'a pas l'infrastructure en local, ça coûte cher. Parce que finalement tout ce chemin parcouru, quelqu'un le paye. Et c'est ensuite ce coût-là qui nous est refacturé en achat de data, etc. Donc tant qu'il n'y a pas une infrastructure continentale qui est efficace et qui nous permette d'avoir nos centres de stockage de données souverains, notre réseau de fibres et de câbles, ça sera compliqué. C'est le cas, c'est en train d'être fait. Donc on est passé, je pense, en 15 ans d'une quinzaine d'Internet Exchange Points à une trentaine. Donc, Internet Exchange Points, c'est les points où les câbles se rejoignent pour permettre de stocker, de favoriser un petit peu le dispatching des données. Donc ça commence à être créé, on a de plus en plus de data centers sur le continent. Donc, ne serait-ce qu'en Guinée, dernièrement, on a ouvert un de tier 3 en septembre. Donc tout ça, voilà, cette création d'infrastructures, une fois qu'elle va arriver à maturité, va rendre le fait de pouvoir créer ses propres plateformes beaucoup moins coûteuses, beaucoup plus efficaces,
pour pouvoir justement faire ce travail-là. Donc ça, c'est la partie vraiment infrastructure qui est limitante et du coup, mécaniquement, empêche de pouvoir être souverain et autonome. Et ensuite, il y a la partie, on va dire, commerciale, de manière assez pragmatique, c'est que ces plateformes-là, c'est avant tout des plateformes de vente de données. Et qu'à un moment donné, la donnée en Afrique n'est pas encore valorisée. Aujourd'hui, je prends un exemple tout bête, je vais vouloir faire une campagne sur le continent via Meta. Si je veux targeter des personnes en Guinée ou au Mali, ça va me coûter 30 centimes, 50 centimes pour 1000 impressions. Je vais faire la même chose en Europe ou aux États-Unis, ça me coûtera peut-être 1 euro ou 2 euros. Donc il y a une valeur moindre qui fait que le modèle économique est un peu plus difficile à déployer et c'est un peu plus difficile d'atteindre ce niveau de bascule qui fasse qu'on puisse avoir notre Facebook à nous, ou notre Twitter à nous, ou notre YouTube à nous. On essaie, il y a des plateformes qui se créent, il y a des choses qui se créent, mais voilà, il y a cet enjeu économique-là aussi qui fait qu'on devra réussir, comme l'ont fait les autres, à créer des plateformes qui ne sont pas pour les Africains, parce qu'il y a un modèle économique derrière qui fait qu'il doit être le plus large possible, mais plutôt qu'il soit pensé par les Africains. Pensé par les Africains et peut-être aussi qu'ils puissent promouvoir différemment ou davantage les créateurs du continent, parce qu'il y a quand même des retombées selon lesquelles des créateurs peuvent être shadowban, c'est-à-dire qu'on va cacher ou qu'on va moins les mettre en avant du fait qu'ils sont de l'Afrique ou de sa diaspora. Non, bien sûr. Même en termes de recherche, même en termes sémantiques, il y a certains mots, quand on va les mettre dans un moteur de recherche YouTube ou Google, qui n'ont pas la même signification selon le contexte culturel dans lequel on est, donc du coup qui ne seront pas mis en avant de la même manière. Donc c'est pour ça que quand je dis construit par les Africains, c'est justement en rajoutant cette dose de contexte. Mais quand je dis pas que pour les Africains, c'est qu'on ne peut avoir une influence que si on va au-delà de son cercle direct. Sinon si on reste entre nous. Bien sûr, l'objectif de maîtriser ses récits, de pouvoir raconter son histoire, c'est justement de pouvoir la déployer auprès du plus grand nombre. Vous avez beaucoup insisté sur un sujet qui nous est très cher à Coda, c'est la logique d'empowerment au fond, et votre discours montre qu'il est probable que cette dynamique d'empowerment soit encore plus grande pour l'Afrique qu'elle ne l'a été pour les États-Unis, la Chine, l'Europe ou le reste du monde. Donc ça, c'est pour la vision positive. Il y a une face sombre quand même, un côté obscur un peu de la force aussi aujourd'hui, entre la désinformation, les fake news, la manipulation de l'information, la dépendance aux plateformes. Donc tous ces sujets un peu qui nous amènent à porter un regard souvent un peu toxique au fond sur ces usages. Comment est-ce que ça se déploie, ça se dégage en Afrique de la même manière qu'en Europe ou aux États-Unis, et quel regard vous portez là-dessus ? Alors, il y a des niveaux de maturité très différents selon où on se trouve sur le continent. Par exemple, quand on part sur l'Afrique de l'Est, il y a un travail de pédagogie de l'usage de l'outil numérique qui est beaucoup plus avancé et poussé qu'en Afrique francophone vers l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et ça ne peut passer que par ça, parce qu'en soi, l'outil numérique en lui-même est neutre. Oui, ce n'est juste que des paquets de données. C'est l'usage qui en est fait. Donc on a vu que même dans les marchés très matures, en Europe, aux États-Unis, la manipulation est possible, que ce soit avec Cambridge Analytica, avec les attaques russes sur certaines élections, etc. Et c'est la même chose sur le continent. Donc l'enjeu, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on arrive à éduquer au maximum les utilisateurs sur comment, autant que possible, identifier ce qui peut être une information fausse, ce qui est de plus en plus difficile avec l'intelligence artificielle. Leur apprendre à croiser l'information. C'est vraiment des choses qui sont propres à finalement tous les vecteurs, que ce soit un média papier ou un média digital. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut pousser les gens à se poser des questions. Et le dernier sujet qui est encore plus spécifique au continent, c'est la langue. Tout simplement. Si on pousse des contenus aujourd'hui qui sont principalement en français, en anglais, qui ne sont pas forcément dans les langues premières des utilisateurs, donc qui sont quelquefois pas particulièrement compréhensible pour eux. Donc moi je prends un exemple tout bête, souvent on dit que les gens sont analphabètes, c'est pas forcément qu'ils sont analphabètes, c'est juste qu'ils parlent leur langue à eux, qu'ils comprennent leur langue à eux. Merci. Donc si on communique plus dans leur langue, s'il y a plus de contenu dans la langue locale des utilisateurs, il y aura mécaniquement une capacité pour eux à identifier la nuance qui est beaucoup plus facile. Moi aujourd'hui je parle un peu espagnol, mais si on me dit des bêtises en espagnol, je ne suis pas sûr que je suis en capacité de l'identifier. Par contre si on me les dit en français, oui. Donc c'est un peu aussi cet enjeu-là de la langue utilisée dans les contenus, qui plus elle sera proche des réalités linguistiques des gens, plus elle rendra la désinformation difficile, quoi.
Et vous n'êtes pas inquiet sur, on a vu quand même aux États-Unis, Trump probablement un peu aidé quand même, pas que, mais enfin aussi par la vague des fake news, de la désinformation, etc. On a vu des ingérences extérieures venir se loger dans des votes démocratiques. C'est aussi un phénomène qui vous inquiète sur le continent africain ? Bien sûr, parce que c'est quelque chose qui, je pense, est propre à tous les continents et donc du coup, mécaniquement, tous les risques inhérents au développement du numérique et des réseaux sociaux se superposent également sur le continent. On n'a pas de bouclier contre ça. Donc ça sera forcément un enjeu et un risque. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi pesant sur nous, sur notre vie démocratique à nous qu'elle peut l'être sur celle d'autres pays, parce qu'ils sont de nouveau, comme je disais un peu plus tôt, ils sont sur un niveau de maturité politique, démocratique, où en effet aujourd'hui, ça se joue potentiellement plus sur la personne et ce qu'on pense de la personne que sur ce qu'elle veut faire, là où chez nous, selon les marchés, on va avoir des enjeux un peu plus poussés à travailler, que ce soit sur l'électrification, l'agriculture, etc. Mais ceci étant dit, voilà, encore une fois, c'est un problème qui sera là. C'est un problème qu'on peut travailler que via l'éducation, de meilleurs contenus, un contenu narratif défensif, donc s'assurer qu'on arrive également à s'assurer que le débat reste un débat interne et pas un débat qui puisse être pollué par des discours et des messages qui viennent de différentes nations, différents pays, etc. Et ça, c'est un travail politique. Ça, c'est pas un travail technologique, c'est pas un travail entrepreneurial, c'est pas un travail sociologique, c'est un travail politique. C'est au politique de se saisir de ça et de se dire très bien comment est-ce que je travaille sur ce sujet-là et comment est-ce que je crée une arène démocratique et politique relativement saine pour que tout le monde puisse s'exprimer et que tout le monde puisse être audible. Mais si les politiques ne sont pas au rendez-vous, est-ce que c'est pas peut-être aussi aux citoyens de se réapproprier certains outils? On peut, mais il y a une question de masse critique qui arrivera à un moment donné. Si on veut être en capacité de soit assainir l'espace d'échange et de discussion en s'assurant que tout le monde puisse s'exprimer, il faut avoir des règles qui permettent de filtrer. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire que si on a un accompagnement réglementaire. Si on veut s'assurer de pouvoir avoir les ressources pour aller identifier les bots, les engagement forms, tous ces outils qui sont utilisés pour influencer le discours, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de moyens. Ça peut être fait à une certaine échelle, c'est sûr, mais pour que ce soit fait à une échelle qui ait un véritable impact, il faut qu'il y ait une implication des pouvoirs publics ou alors qu'il y ait énormément de ressources derrière. Donc c'est assez difficile à faire juste avec une initiative purement citoyenne. Alpha, on peut dire que vous incarnez cette nouvelle génération de leaders qui veulent redonner à l'Afrique sa puissance narrative et technologique. Je pense que vos projets, les entreprises que vous avez créées le démontrent. Si vous deviez résumer votre mission en une phrase, ou deux, ou trois, laquelle ce serait? Et si vous pouviez donner aujourd'hui un conseil aux jeunes entrepreneurs du continent qui veulent avancer et qui peuvent se sentir découragés face à certains obstacles, qu'est-ce que vous diriez? En une phrase, je dirais que dans les différents projets qu'on a, que ce soit moi ou mes associés, Mamadi, Jenny, etc., on essaie juste de montrer qu'on peut faire de l'excellence en local et qui peut être une solution pour les marchés internationaux. Pour moi, c'est vraiment le vrai enjeu, c'est de se dire qu'on ne veut pas faire des choses qui soient uniquement pour nous, mais qu'on puisse aller également les ouvrir et les mettre à disposition au monde. Et ça passe par l'excellence, le travail, le souci du détail, la rigueur, et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et je dirais que le conseil que je donne, c'est aussi celui-là, c'est de se dire qu'on s'assure dans tout ce qu'on fait lorsqu'on démarre une activité, surtout sur le continent, de ne pas être pressé, de ne pas se dire qu'il va y avoir un grand soir du succès où on va se réveiller le lendemain, on est millionnaire et tout ce qu'on a fait a fonctionné. Qu'il y a la voie de l'argent facile, mais qui n'est pas durable, et la voie du terrain et du long terme. Et c'est plutôt celle-là qui fonctionne. Et celle-là demande de la patience, de la rigueur, du travail. Et à l'IN, ça paye parce que ça reste un continent d'opportunités. Oui, merci. Alpha Makili, vous avez un parcours inspirant et une vision audacieuse et possible.
Celle d'une Afrique qui ne subit plus les récits du monde, mais qui écrit les siens avec confiance et stratégie. Et c'est ce en quoi on croit dans Coda. Donc merci. On peut vous suivre sur LinkedIn où vous êtes très actifs. Et donc voilà. Alpha Makili, merci. Et vous qui êtes chez vous, merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager vos ressentis et vos propres rapports également aux réseaux sociaux, à l'usage que vous en faites et à ce que vous pensez de leur impact dans vos vies. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Coda. D'ici là, bonne semaine. Prenez soin de vous. Restez curieux, restez ouverts et surtout, gardez cette envie de comprendre le monde autrement. Nous vous attendons nombreux. Merci, à bientôt et bonjour chez vous.